Non, aujourd'hui on va pas parler de choses banales comme des sangliers, des fourmis de feu ou des carpes. Cette vidéo est dédiée aux espèces capables d'anéantir des écosystèmes entiers aux États-Unis. Laissez-moi vous présenter les escargots Ampullariidae. Les autorités souhaitent l'éradication immédiate de ces escargots, apparemment inoffensifs. Même leurs grappes d'œufs doivent être écrasées pour empêcher l'éclosion. Pourquoi? C'est simple, quoique perturbant. Ces escargots étant invasifs, les services de la chasse et de la pêche de Caroline du Nord demandent littéralement aux gens d'écraser leurs œufs et de les jeter à l'eau. Vous avez peut-être déjà vu ces courtes vidéos. C'est donc pour ça que les gens les écrasent. C'est étrangement satisfaisant. Ces grappes d'œufs rose vif attirent l'œil, il est difficile de passer à côté. On peut aussi écraser ou congeler les escargots adultes, mais il ne faut pas toucher les œufs sans porter de gants, et ne surtout pas se toucher les yeux après les avoir manipulés. Qu'est-ce que je viens de dire? Bref, ces grappes d'œufs contiennent une toxine qui peut provoquer une éruption cutanée. J'y pense, laissez un petit like si vous appréciez nos vidéos. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, mais n'oubliez pas de liker aussi. Si vous faites partie de ceux qui y pensent à chaque fois, bravo, merci et continuez comme ça. Ces escargots invasifs sont considérés comme des ravageurs ou des ravageurs potentiels en Australie, en Chine, en Malaisie, en Espagne et au Vietnam. Dans certains États américains comme la Caroline du Nord, leur possession est interdite. On n'a absolument pas le droit d'en élever. Ils sont originaires du bassin inférieur du Rio Paraná, du Rio Uruguay et du Rio de la Plata, mais ils ont réussi à se diffuser dans le monde entier. Il est surprenant de constater l'ampleur de leur expansion. Comme d'habitude, c'est l'homme qui en est responsable. Ces escargots ont été importés d'Argentine en Asie, plus précisément à Taïwan, entre 1979 et 1981 pour être utilisés pour l'alimentation. Ils ont ensuite été relâchés dans des zones humides, agricoles et naturelles et la situation est devenue incontrôlable. À la même époque, ces escargots sont arrivés à Hawaï et de là sur le continent américain. Aujourd'hui, on trouve ces escargots dans plusieurs États comme la Floride, la Géorgie, le Texas et la Louisiane. Ils continuent à se répandre. En octobre 2023, ils ont atteint la Caroline du Nord. Ils ne se contentent pas d'envahir rapidement de nouvelles zones, ils sont considérés comme l'une des espèces invasives les plus effrayantes au monde. D'abord, ils sont incroyablement voraces, ils mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent, ce qui peut perturber les écosystèmes aquatiques, car ces escargots se nourrissent surtout de végétaux aquatiques. En outre, ils chassent la faune locale, de sorte que les escargots indigènes finissent par manquer de nourriture. Ça entraîne leur déplacement, d'où des changements dans l'écosystème. Enfin, même les prédateurs souffrent de la présence de ces escargots. Presque toutes les espèces qui osent manger leurs œufs finissent empoisonnés. Pas étonnant que les escargots Ampullariidae figurent sur la liste des 100 espèces invasives les plus dangereuses au monde. Ils font des ravages partout. Vous connaissez le secret de leur propagation. Les femelles pondent une fois par semaine, ce qui leur permet de s'approprier rapidement de nouveaux territoires. Et ils peuvent être dangereux même pour les gens qui se tiennent à distance de leurs œufs, car ils hébergent des parasites du genre Angiostrongylus qui peuvent causer une maladie mortelle. Certes, il faut manger un de ces escargots cru ou mal cuit pour que ça se produise. Mais la cuisine exotique est populaire et ces escargots sont abondants et faciles à ramasser. C'est lorsque les conséquences se font sentir que les choses se corsent. Lorsqu'il passe de l'escargot à l'homme, ce parasite provoque des douleurs abdominales intenses, une hypertrophie du foie, l'apparition de sang dans les selles ou l'urine et des difficultés à uriner. Et il ne s'agit là que des symptômes les moins graves. Dans le pire des cas, la victime peut en mourir. Est-ce qu'on peut lutter contre ces escargots autrement qu'en les écrasant, eux et leurs œufs? Peut-être à plus grande échelle. Comme pour la plupart des espèces aquatiques invasives, la meilleure méthode, c'est la prévention. Une fois qu'une espèce est installée, il est presque impossible de s'en débarrasser. Le seul exemple connu d'éradication réussie a eu lieu au Palaos, un pays d'Océanie.
La population s'est débarrassée des escargots en les retirant à la main d'un étang infecté et en le recouvrant d'une couche d'huile. Mais la petite taille de l'île a été un critère déterminant. L'élimination manuelle des escargots et de leurs œufs est une méthode couramment utilisée et qui fonctionne assez bien, mais qui prend beaucoup de temps. Aux États-Unis, pour faciliter le traitement des endroits difficiles d'accès, on asperge les grappes d'œufs d'huile de coco en spray qui est censé perturber l'éclosion des escargots. Les services de la chasse et de la pêche d'Arizona suggèrent de jeter les œufs dans l'eau, ainsi ils coulent et ils n'éclosent pas. Ça permet un certain contrôle de la population. Un autre problème important aux États-Unis est la moule zébrée, une espèce très répandue de mollusques bivalves d'eau douce et d'eau saumâtre. On en a découvert pour la première fois aux États-Unis dans les années 1980 en provenance des eaux eurasiennes de la mer Caspienne et de la mer Noire. Elles se sont rapidement répandues jusqu'à atteindre le fleuve Mississippi, les Grands Lacs, le fleuve Hudson, le lac Travis, etc. On peut se demander quel est le problème que posent ces mollusques. Ils vivent leur vie à l'abri de leurs coquilles. Où est le mal? Eh bien, ces mollusques causent chaque année aux États-Unis des dommages s'élevant à plus d'1 milliard d'euros. Et personne ne les a fait venir intentionnellement dans un but noble. On suppose que des moules zébrées se sont retrouvées dans les eaux de ballast d'un navire et qu'elles ont ensuite été rejetées ailleurs. Outre les cours d'eau mentionnés, on en a trouvé au Texas, au Colorado, en Utah, au Nevada et en Californie. Les experts estiment qu'aujourd'hui, la moule zébrée est présente dans 20 États américains et qu'elle se propage lentement au Canada. Les Canadiens doivent être enchantés. Mais c'est quoi le problème avec ces moules? Elles vivent de 2 à 5 ans, ce qui est peu, mais chaque femelle peut pondre jusqu'à 1 million d'œufs par an. Les moules zébrées sécrètent des fils formés de protéines et appelés byssus qui leur permettent de s'attacher fermement aux surfaces solides telles que rochers, autres moules, quais ou bateaux. Certains animaux marins transportent ainsi malgré eux de nombreux mollusques, ce qui complique leur déplacement, leur recherche de nourriture et leur reproduction. On ne peut pas faire grand-chose lorsqu'on a un tas de ces créatures accrochées à soi. En outre, ces moules se nourrissent du plancton présent dans l'eau, et si elles sont trop nombreuses, elles peuvent en boulotter la quasi-totalité. Naturellement, ça peut affecter la chaîne alimentaire locale. Moins de plancton, ça signifie des eaux plus claires pour les prédateurs. En outre, ces mollusques bouchent les installations de traitement des eaux et s'en débarrasser coûte cher à la population. Sans parler des dommages causés à l'environnement, pensez aux poissons qui perdent leur source de nourriture. Entre 1989 et 2004, les compagnies d'électricité de la région des Grands Lacs ont dépensé 248 millions d'euros pour lutter contre la présence de moules dans leur conduite d'eau. Et une fois la moule zébrée présente dans un plan d'eau, il est presque impossible de s'en débarrasser. C'est pourquoi la prévention est considérée comme le meilleur moyen de lutter contre ce mollusque. Les moules zébrées se multiplient en libérant leur progéniture dans l'eau, et ces déplacements dépendent ensuite du courant. Les bébés moules ne peuvent donc se déplacer que vers l'aval. Ils ne peuvent pas remonter le courant sans aide. Les gens contribuent souvent involontairement à leur propagation en déplaçant de l'eau d'un endroit à l'autre. Les minuscules bébés moules zébrés sont invisibles à l'œil nu et ils peuvent ainsi se retrouver au fond d'un bateau ou à l'intérieur d'un moteur. Pour éviter leur propagation, il est important de laver soigneusement les bateaux et de les laisser sécher pendant au moins 5 jours avant de les utiliser dans un autre cours d'eau. C'est pourquoi les autorités insistent auprès des propriétaires de bateaux afin qu'ils contribuent à ralentir la propagation de la moule zébrée. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, sachez qu'on dresse même des chiens à détecter la présence de ces moules sur les bateaux, à un stade où elles sont encore trop petites pour être visibles. Est-ce que ça fonctionne? Espérons-le. Mais sortons la tête de l'eau. Les États-Unis se préparent à une invasion de fulgores tachetés. Malgré leur jolie couleur, le ministère américain de l'Agriculture recommande d'écraser les œufs de ces insectes. Et si vous trouvez un insecte adulte, éliminez-le au plus vite et signalez-le immédiatement. Plus tôt les autorités seront informées de l'infestation, plus vite elles pourront y remédier.
Il existe plusieurs moyens de les attraper, mais le meilleur est de mettre en place un piège spécial suivant les instructions des autorités. On a même mis en quarantaine des régions entières pour arrêter la propagation de cet insecte. Pour la deuxième année consécutive, l'USDA recommande de les tuer sans hésiter. C'est pour le bien de l'environnement, et ça permettra à pas mal de gens d'économiser de l'argent. Ce ravageur invasif a été repéré pour la première fois aux États-Unis en 2014 et il a depuis atteint le New Jersey, le Connecticut, le Maryland, la Virginie, l'Indiana et l'Ohio. On pense qu'il est entré aux États-Unis dans des cargaisons et qu'il s'y est ensuite propagé par le biais de trains, de voitures, de camions et d'avions. Il faut reconnaître à cet insecte de sérieux talents d'autostoppeur. Mais malgré son aptitude à voyager, il cause des dommages annuels d'un montant estimé à 300 millions d'euros. Le fulgore tacheté constitue une menace sérieuse pour les écosystèmes et l'agriculture, en particulier les vergers de pommiers et les vignobles. Et pas seulement parce que cet insecte consomme beaucoup de nourriture, il s'est répandu dans 10 États en seulement 7 ans. Pour mettre les choses en perspective, il a fallu près de 100 ans à la chenille spongieuse pour passer du Massachusetts à New York. Le fulgore tacheté se nourrit de la sève des arbres, ce qui peut nuire à leur santé. Mais il y a pire, car après s'être nourri, il laisse derrière lui une substance connue sous le nom de miella. C'est en fait de la sève digérée qui attire d'autres insectes nuisibles sur les arbres et qui entraîne la croissance d'un champignon appelé fumagine. La présence de champignons est toujours une mauvaise nouvelle pour les arbres. Ils les rendent vulnérables aux maladies et aux parasites. De plus, ils ralentissent la photosynthèse, donc leur croissance, et ils causent des maladies. À terme, tout ça peut entraîner la mort des arbres. Il existe un risque sérieux que le fulgore tacheté atteigne la Californie d'ici 2033, où il pourrait ravager l'industrie vinicole. Pommes, amandes, noix, cerises, houblon et pêche sont également menacés. En fait, tout ce qui porte des fruits et qui rapporte des bénéfices est en danger. Même les arbres qui n'ont pas de lien direct avec l'homme en souffrent. Des centaines d'espèces sont victimes du fulgore tacheté. Toutes ces espèces invasives se sont déjà introduites aux États-Unis via divers moyens et on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'endiguer leur propagation. Mais on pourrait bientôt assister à l'arrivée d'une nouvelle espèce capable de déclencher une véritable pandémie. La bonne nouvelle, elle n'affecterait que les salamandres. La mauvaise nouvelle, ça pourrait être catastrophique. Je parle d'un champignon pathogène au nom latin compliqué, Batrachochytrium salamandrivorans. Il cause une maladie mortelle appelée chytridiomycose qui touche les amphibiens, en particulier les salamandres. Il a un cousin qui s'attaque aux grenouilles, mais tous deux causent les mêmes problèmes, et c'est du sérieux. Vers 2008, une maladie mystérieuse a commencé à décimer les salamandres tachetées aux Pays-Bas. En l'espace de 3 ans, 96% de la population était morte. Le même champignon a été associé au déclin ou à la disparition de 200 espèces de grenouilles dans le monde. Ce n'est qu'une question de temps avant que le champignon n'atteigne les États-Unis, mais il est encore temps d'agir. Les experts demandent l'arrêt immédiat de l'importation d'amphibiens, car des milliers de salamandres sont introduites dans le pays chaque année. S'il n'est pas possible de les interdire, il est essentiel de vérifier la présence de maladies chez les amphibiens vendus en tant qu'animaux de compagnie. Un autre problème est que de nombreuses espèces asiatiques, d'où provient le champignon, y sont résistantes, mais peuvent néanmoins en être porteuses. Les contrôles doivent donc être très minutieux. En 2016, les États-Unis ont tenté de s'attaquer au problème en interdisant temporairement le commerce de 201 espèces de salamandres. Toutefois, malgré les interdictions, rien ne garantit que le champignon n'arrivera pas aux États-Unis. Les points d'entrée sont trop nombreux et il semble impossible de les fermer tous. Si vous vivez aux États-Unis et que votre salamandre a des taches comme celle-ci, la situation est grave, sérieusement. Mais pourquoi le cas des États-Unis est si important ? Après tout, ce champignon originaire d'Asie s'est déjà répandu à de nombreux endroits, jusqu'à l'île de Madagascar. C'est très simple, les États-Unis possèdent le plus grand nombre d'espèces de salamandres au monde. C'est le paradis des salamandres, 48% de toutes les espèces connues
résident en Amérique du Nord et en Amérique centrale, et la plupart d'entre elles sont vulnérables à ce champignon. Les États-Unis sont également à la pointe du marché mondial des importations d'amphibiens. Ça veut dire que non seulement un grand nombre de ces animaux vivent déjà sur le continent, mais aussi que de nouveaux animaux y sont introduits en permanence. Avant l'apparition de la pandémie, des chercheurs ont découvert que le champignon infectait 74% des espèces testées et qu'il entraînait la mort de 35% des individus. Ils ont également appris que le champignon pouvait infecter entre 80 et 140 espèces de salamandres nord-américaines. Malgré sa propagation rapide dans le monde entier et le nombre de victimes, très peu d'informations sont disponibles. Ce n'est que récemment qu'on a découvert son existence et qu'on a étudié le taux de mortalité des amphibiens. La situation est donc peut-être encore plus grave qu'il n'y paraît. Au fait, qu'arrive-t-il aux salamandres infectées par ce champignon? Ces spores se répandent dans l'eau et, lorsqu'elles rencontrent leur cible, la peau visqueuse de la salamandre, elles s'y enfoncent, littéralement. Elles se développent et se reproduisent dans la peau, répandant leur tâle. Les symptômes évoquent une vilaine maladie de peau. C'est comme si quelqu'un avait tiré sur la salamandre au fusil de chasse. Le champignon creuse des tunnels à travers la peau. Et c'est un gros problème. Pour des créatures comme les grenouilles et les salamandres, la peau est plus qu'une simple protection. Elle leur permet aussi de respirer et d'évacuer les déchets. Ainsi, lorsqu'elles attrapent un champignon, c'est comme une maladie qui affecterait en même temps les poumons, les reins et la peau chez un humain. Pas étonnant que les salamandres infectées soient léthargiques et qu'elles perdent beaucoup de peau ainsi que l'appétit, et qu'elles finissent par mourir. Ce champignon, ainsi que les maladies qu'il entraîne, est sur le point d'atteindre les États-Unis. Les conséquences seront terribles, et pas seulement car il y vit de nombreuses espèces d'amphibiens. Les salamandres, en raison de leur nombre et de leur appétit, sont essentielles à la chaîne alimentaire de nombreuses forêts. Elles sont comme une réserve d'énergie qui fait le lien entre les insectes et les oiseaux. C'est comme lorsqu'on retire un engrenage d'une machine, tout le système tombe en panne. De plus, les salamandres sont des super prédateurs, elles sont nombreuses et elles mangent beaucoup, au point de façonner tout l'environnement au sein des forêts, voire au-delà. Les salamandres jouent également un rôle essentiel afin de réduire discrètement la quantité de dioxyde de carbone libérée dans l'air, ce qui permet d'éviter une catastrophe climatique majeure. Même si les salamandres n'en sont pas conscientes, leur contribution est très importante. Quelle est la conclusion? Elle n'est pas vraiment réjouissante. Si ce champignon tue trop de salamandres, ça entraînera une augmentation du nombre d'insectes, mais pas seulement. Les prédateurs situés plus haut dans la chaîne alimentaire seront privés de proie, des écosystèmes seront détruits et le climat s'en trouvera affecté. C'est donc ça l'espèce invasive la plus dangereuse de la planète, un champignon, qui l'eût cru? Que dire de plus? N'oubliez pas de liker la vidéo. À plus.